Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des passions. Bonjour, vous êtes bien sur La Voix d'Ambroise Paré, la radio interne de l'hôpital Ambroise Paré. Je suis Patrick Métrope, bibliothécaire animateur au sein du réseau des médiathèques de la ville de Boulogne-Billancourt. Et aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler d'un grand compositeur qui fut également chef d'orchestre, critique musical et écrivain, Hector Berlioz. Hector Berlioz est sans doute l'une des figures les plus incontournables dans l'histoire de la musique en France au XIXe siècle. C'est un révolutionnaire dans l'âme, qui incarne à lui seul le mouvement du romantisme, mouvement qui va complètement s'imposer dans tous les arts au XIXe siècle, aussi bien au théâtre qu'en musique, qu'en littérature ou en peinture, et plus précisément au cours de l'année 1830. L'année 1830 sera d'ailleurs une année décisive pour Hector Berlioz, puisque c'est à cette époque qu'il va réaliser son premier grand chef-d'œuvre musical, la Symphonie fantastique. La Symphonie fantastique qui comprend des morceaux illustres, en l'occurrence le bal. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Aussi surprenant que cela puisse paraître, cette symphonie fantastique de Berlioz n'a pas eu que des admirateurs lors de sa première représentation en 1830, notamment chez deux musiciens majeurs à cette période en France, Auber et Adolphe Adam. Pour rappel, Daniel François Esprit Auber admirait sincèrement le jeune Hector Berlioz, mais il considérait sa musique comme étant à la fois trop belle, trop originale, parfois même grandiloquente, ce qui risquait de ne pas permettre à Berlioz de pouvoir vivre de son œuvre. En conséquence, si Berlioz veut avoir la certitude d'être bien compris par le public, Auber recommandera vivement au jeune compositeur Hector Berlioz de créer une musique plus simple, plus banale, plus fade, plus sobre, car le secret de la réussite en musique repose en réalité sur la platitude. D'où le conseil éloquent qu'Auber avait adressé à Berlioz dès l'année 1829. Vous n'avez pas à redouter de faire jamais de platitude. Ainsi, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de chercher à écrire platement. Et quand vous aurez fait quelque chose qui vous paraîtra horriblement plat, ce sera justement ce qu'il faut. Et songez bien que si vous faisiez de la musique comme vous la concevez, le public ne vous comprendrait pas et les marchands de musique ne vous achèteraient pas. Cette citation révèle la turpitude de Daniel François Esprit Auber, qui, selon Berlioz, ne compose de la musique que pour rencontrer de brefs succès. C'est pourquoi, dans son recueil intitulé « Les soirées de l'orchestre », Berlioz estimera que certains opéras d'Auber comportent un avantage majeur, leur courte durée. En conséquence, les opéras d'Auber ne seront, d'après Berlioz, que des cauchemars longs d'1 heure, parfois 2 heures, et peut-être même 3 heures, alors qu'il existe aussi, et malheureusement, des cauchemars musicaux longs de 5 heures. Bref, vous l'avez compris, Berlioz considère les compositeurs Auber et Adolphe Adam comme des faiseurs de contredanse. Adolphe Adam, qui, je le rappelle, était le créateur du ballet Giselle et de la musique du célèbre cantique de Noël, Minuit chrétien. Mais les premières critiques du compositeur Adolphe Adam à l'encontre de la symphonie fantastique de Berlioz n'avaient pas été tendres non plus, puisqu'il avait pointé du doigt la vanité de Berlioz et son penchant pour le culte de la personnalité, au point de déclarer que Berlioz était fou. D'où son propos, je cite Adolphe Adam, « Berlioz annonce pour dimanche, sous le titre de concert, un de ses charivaris qu'il intitule « Symphonie fantastique ». Si barbares que puissent être les compositions de Spontini, maintenant, je suis bien sûr que c'est du Cimarosa à côté de ce que fait ce fou-là, qui se croit un Beethoven, parce qu'il a réuni chez lui, avec multiplication, tous les défauts de ce grand homme, sans avoir une seule de ses qualités. Mais rassurez-vous, Berlioz de son côté ne s'est pas privé d'émettre des jugements dépréciatifs à l'encontre de la musique d'Adolphe Adam, et notamment de ses ballets. À titre d'exemple, s'agissant du ballet d'Adam intitulé Le Corsaire, voici comment Berlioz estimait la composition musicale de cette œuvre. L'opéra est transformé en théâtre de diorama. On y va pour voir le dernier acte du ballet d'Adam, Le Corsaire. Quant à sa musique,
C'est la dernière chose dont on s'inquiète. Et oui, la musique du Corsaire d'Adam était tellement inintéressante qu'il fallait, d'après Berlioz, avoir un œil très attentif sur la danse pour ne pas s'ennuyer de la première à la dernière minute du spectacle. Or, comparativement à Adolphe Adam, Hector Berlioz a lui aussi créé une œuvre magistrale intitulée « Le Corsaire ». Il s'agissait non pas d'un ballet, mais d'une ouverture écrite pour des orchestres symphoniques. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Vous êtes sur La Voix d'Ambroise Paré, le canal 60 de votre téléviseur qui vous accompagne le temps de votre hospitalisation. Nous sommes en compagnie de Patrick Métrope, bibliothécaire animateur au sein du réseau des médiathèques de la ville de Boulogne-Billancourt, qui aujourd'hui dans cette émission nous parle du compositeur Hector Berlioz. Comme je l'ai dit au début de cette émission, l'année 1830 fut une année décisive dans la carrière d'Hector Berlioz. En effet, à la fin du mois de juillet 1830, Berlioz s'apprête à passer le concours du prix de Rome à l'Institut de Polytechnique de Paris. Or, à la même époque, il s'était fiancé à une jeune pianiste, Camille Mock, et souhaitait l'épouser. Mais pour que le jeune musicien Hector Berlioz et Camille Mock s'unissent en justes noces, la mère de Camille Mock avait déclaré qu'elle n'accorderait la main de sa fille à Berlioz qu'à la condition sine qua non qu'il obtienne le concours du prix de Rome. Dès lors, si Berlioz remporte le prix de Rome, il peut obtenir par voie de conséquence 3 années d'études rémunérées à la Villa Médicis. C'est pour cette raison majeure que Berlioz passe à nouveau le concours du prix de Rome avec l'objectif impératif de l'obtenir. C'est alors qu'éclate dans les rues, en plein pendant les journées de soutenance du concours, la révolution de juillet 1830, dite des Trois Glorieuses, parce qu'elle a duré 3 jours, c'est-à-dire du 27 au 29 juillet 1830. La publication des 4 ordonnances signées à Saint-Cloud par le roi Charles X le 25 juillet 1830 en est la cause. Pour rappel, parmi ces ordonnances, l'une d'entre elles portait gravement atteinte à la liberté d'expression et notamment à la liberté de la presse, car tout article devait désormais systématiquement être lu et approuvé par le roi avant sa parution dans les journaux. Cette nouvelle stupéfiante déclenche subitement des affrontements dans les rues, notamment à Paris, et il faut préciser que tous les candidats du concours ont été pleinement conscients de tout ce qui se passait à l'extérieur, endroits approchant l'Institut de Polytechnique, ont été la cible de violents combats durant ces 3 journées révolutionnaires. C'est pourquoi Berlioz affirme dans sa correspondance avoir entendu, pendant qu'il composait, le bruit du canon et de la fusillade, parce que la batterie du Louvre criblait de balles le Pont des Arts et l'Institut de Polytechnique où se déroulait le concours. C'est alors que le 29 juillet 1830, une information capitale tombe. L'état de siège est décrété. La question du maintien ou non du concours du prix de Rome est alors posée, ce qui, en cas d'annulation, aurait des conséquences fâcheuses sur la future carrière et la vie privée de Berlioz. Fort heureusement, après maintes réflexions, les organisateurs arrivent finalement à la conclusion suivante. On maintient le concours, on barricade l'Institut de Polytechnique, et aussitôt que l'épreuve sera terminée, tous les candidats nous signeront un petit papier officiel. En conséquence, si les candidats ayant passé le concours préfèrent rejoindre les manifestations plutôt que de rentrer chez eux pour se mettre à l'abri, c'est leur responsabilité. Berlioz est évidemment fou de joie et manifestement les détonations de la rue semblent avoir été en rapport d'inspiration avec la cantate intitulée La mort de Sardanapale, composée par Berlioz lors de cette épreuve du concours, puisqu'elle commence par un incendie et se termine par une explosion. D'où le témoignage de Berlioz. Le bruit du canon et de la fusillade a été à mon dernier morceau favorable lorsque je l'achevais. Ce travail sera une réussite puisque Berlioz obtiendra le prix de Rome haut la main. Et pourtant, aux environs de 17h, c'est-à-dire au moment où Berlioz boucle son travail et quitte l'Institut, il apprend qu'une manifestation, située à proximité de l'Institut de Polytechnique, est en cours et que les participants marchent même en direction de l'Hôtel de Ville de Paris.
Berlioz tient absolument à se joindre à eux. Agir lui paraît un devoir. Il avait le sentiment de ne pouvoir laisser les manifestants mourir sous ses yeux sans rien faire, et il veut se battre à côté des étudiants révolutionnaires pour défendre la liberté menacée et écarter tout retour de l'absolutisme sous lequel se déguise en fait une tendance à la tyrannie et à la dictature. D'où la détermination de Berlioz qui ressort dans sa correspondance. Je lis un extrait de la lettre suivante. « Cette idée que tant de braves gens ont payé de leur sang la conquête de nos libertés, pendant que je suis du nombre de ceux qui n'ont servi à rien, ne me laisse pas un instant de repos. C'est un supplice nouveau, joint à tant d'autres. Je suis sorti de l'Institut le 1er, jeudi à 5h de l'après-midi, au moment où s'achevait la prise du Louvre. L'importance désespérante de ce concours a pu seul me retenir 2 jours dans notre fort barricadé et muré, pendant qu'on se massacrait sous nos yeux. La mitraille et les boulets nous arrivaient en ligne directe d'une batterie du Louvre qui balayait le pont des Arts et donnait dans les portes de l'Institut qui en ont été criblées. Le soir du vendredi, on annonçait qu'il y aurait une affaire à Saint-Cloud. Nous nous sommes portés jusqu'à la barrière de l'Étoile en foule. Mais individuellement, et il n'y a rien eu encore, les gardes du corps campés au bois de Boulogne s'étaient dispersés et tout le monde a rétrogradé sur Paris. Aussi, afin de vous faire plonger un instant dans une ambiance à la fois épique, dynamique et victorieuse, nous allons entendre à présent un titre intitulé « Le combat de Ceste », tiré du plus grand opéra de Berlioz, « Les Troyens ». Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur la voie d'Ambroise Paré, le canal 60 de votre téléviseur qui vous accompagne le temps de votre hospitalisation. Nous sommes en compagnie de Patrick Métrope, bibliothécaire animateur au sein du réseau des médiathèques de la ville de Boulogne-Billancourt, qui aujourd'hui dans cette émission nous parle du compositeur Hector Berlioz. En juillet 1830, Berlioz se joint donc aux étudiants de Polytechnique pendant la dernière journée de la Révolution pour participer activement à la chute de la dynastie des Bourbons, incarnée par le roi Charles X qui résidait à Saint-Cloud. C'est pourquoi les révolutionnaires de l'époque ont pris la direction de Boulogne. Ils voulaient capturer le roi Charles X à Saint-Cloud. C'est alors qu'en pleine manifestation, Berlioz va rencontrer sur son chemin un autre compositeur français illustre, le créateur de la Marseillaise, Rouget de Lisle. À l'inverse de Berlioz, Rouget de Lisle, qui avait connu la période dite de terreur en 1793, semblait complètement affolé par cette nouvelle révolution, et lorsqu'il entendit les manifestants fredonner l'hymne national dans les rues de Paris, il aurait crié la phrase suivante en désespoir de cause : « Catastrophe, ils chantent la Marseillaise !» Berlioz, quant à lui, comparera la révolution de 1830 à une sorte de fête collective magique. Ces 3 journées contenaient, selon Berlioz, jusqu'à de la poésie. La liberté y était vécue avec ivresse par un peuple qu'il qualifie de sublime. Et la musique, disait Berlioz, et les chants, et les voix rauques dont retentissaient les rues. Il faut les avoir entendus pour s'en faire une idée. C'est pourquoi, en 1840, sous le règne de Louis-Philippe Ier, 10 ans après la chute du roi Charles X, Berlioz rendra hommage aux victimes de la Révolution de 1830 et aux martyrs de la liberté en composant une autre symphonie qui commence par une marche funèbre et se termine en apothéose. Il s'agit de la grande symphonie funèbre et triomphale dont voici un air intitulé « L'apothéose Allegro non troppo ». Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. 18 ans après la participation de Berlioz à la Révolution de 1830, le compositeur va vivre un nouvel événement historique majeur, la Révolution de février 1848. Cette révolution a pour conséquence la chute de la monarchie de Juillet, l'abdication du roi Louis-Philippe Ier et la proclamation de la Seconde République. Voici comment, en toute simplicité, le poète romantique et ami de Berlioz Alfred de Vigny comparera la chute du roi Louis-Philippe Ier en 1848 à celle du roi Charles X en 1830. Et pourtant, un matin, des royales demeures, comme un autre en 3 jours, il tombait en 3 heures.
Berlioz, de son côté, comprend à l'évidence que l'organisation d'un grand concert symphonique en 1848 dépend désormais de l'attitude de certains élus républicains, à commencer par celle d'Armand Marrast, maire de Paris, mais également président de l'Assemblée nationale. Pour rappel, en 1848, beaucoup de musiciens espéraient obtenir l'accord politique du maire de Paris pour l'organisation et la direction d'orchestre d'un concert, parce que Marrast était féru de musique classique. Par exemple, en 1829, Armand Marrast avait participé à l'élaboration du livret de l'opéra du compositeur italien Rossini, c'est-à-dire son fameux Guillaume Tell. Marrast accepte donc avec enthousiasme la proposition de Berlioz. Et il va même confier à Berlioz la responsabilité d'un grand concert de musique qui se déroulera à Paris à la fin du mois d'octobre 1848. Toutes les conditions sont donc réunies pour que le concert de Berlioz remporte un grand succès, d'autant plus qu'il doit se jouer à guichet fermé. C'est alors qu'Armand Marrast rencontre un besoin imprévu à la dernière minute. De quoi s'agit-il ? Nous allons tout vous raconter juste après cette cantate intitulée « Le chant des chemins de fer » qui sera également interprétée au cours de ce concert. Cette cantate fut composée par Berlioz en 1846 pour l'inauguration officielle de la ligne de chemin de fer reliant Paris et Lille. Berlioz avait choisi comme librettiste de cette cantate son ami Jules Janin, qui professe un humaniste déiste, mais aussi un humanisme pacifiste et solidariste. La complicité des deux artistes permet de mettre en harmonie d'un côté la musique de Berlioz et de l'autre la profondeur des paroles de Jules Janin, qui dévoile l'adhésion complète de Berlioz au développement des techniques et donc à la science du progrès. Ce texte commence tout d'abord par proclamer la fierté des travailleurs, et Berlioz fait ici l'éloge des ouvriers qui ont permis ce travail. Voici à titre d'exemple le début du texte de la cantate du chant des chemins de fer. C'est le grand jour, le jour de fête, jour du triomphe et de la paix. Pour vous ouvriers, la couronne est prête. Soldats de la paix, c'est votre victoire. C'est à vous la gloire de tant de bienfaits. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Nous voici donc à la fin du mois d'octobre 1848. Et toutes les places sont prises pour assister au grand concert de musique dirigé et orchestré par Berlioz. Toutes les places sont prises, y compris le fauteuil du roi. Là fut le problème. En effet, le maire de Paris et président de l'Assemblée nationale Armand Marrast ne supporte pas l'idée qu'un citoyen lambda qui n'occupe aucune fonction précise soit dans ce fauteuil à sa place. Le peuple roi n'a pas droit à la place du roi, et si Armand Marrast n'occupe pas le fauteuil du roi, il menace purement et simplement d'annuler le concert. Qu'en pense Berlioz ? Il explose. Son concert, menacé par la revendication de Marrast, on aura décidément tout vu. C'est pourquoi, dans sa correspondance, Berlioz se confie et ironise sur l'anachronisme de la succession des 5 souverains. Je cite le propos de Berlioz, « 5 souverains, Louis XV, Louis XVI, Louis-Philippe Ier, Napoléon Ier et Marrast. Oh. Berlioz commande d'un. Oh. L'acharnement de Marrast a exigé de siéger à la place des anciens souverains, comme s'il en était un. Fort heureusement pour Berlioz, la personne qui occupait le fauteuil du roi accepte d'être déplacée afin que le magistrat suprême Armand Marrast en personne puisse s'asseoir sur le trône. Le concert peut donc avoir lieu. Mais cette anecdote peut expliquer pourquoi Berlioz voulait que les représentants suprêmes du peuple donnent une image digne de la nation. Le peuple a besoin d'éducation. Par conséquent, selon Berlioz, il doit être tiré vers le haut. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Merci d'avoir suivi cette émission. J'espère que Patrick vous a distrait pendant 1 heure. À présent, retrouvez la suite des programmes de La Voix d'Ambroise Paré. Vous pouvez suivre notre actualité sur notre site internet et notre page Facebook. Nous vous souhaitons sincèrement un bon rétablissement, un retour rapide à la maison et une bonne fin d'après-midi à toutes et à tous. Au revoir. La Voix d'Ambroise Paré est aussi sur internet. Suivez l'actualité de La Voix d'Ambroise Paré sur notre site et sur notre page Facebook.